suspendu. Ce sont les premières décisions prises après la débâcle de notre 11 national à la CAN. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'État guinéen, à travers le ministère de la Santé, vient d'offrir des kits de soins obstétricaux aux structures de santé de l'intérieur du pays. Le coût s'élève à 135 milliards de francs guinéens. Le geste rentre dans le cadre de la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Déjà, le premier lot de médicaments destinés à la région de Zérékouré est en route. Adia Toubari signe le reportage. En matière d'offres de soins, l'attention portée à la femme enceinte ne cesse de grandir. Des kits médicaux pour assurer la prise en charge intégrale de cette couche vulnérable sont obtenus à nouveau. La distribution du don commence par les structures sanitaires de la région administrative de Zérékouré. Pour l'acheminement de ce lot, tout comme les autres, 73 camions sont mis en branle par la pharmacie centrale de Guinée. Une commission a déjà été constituée et les plans de distribution sont élaborés. Nous sommes en train de faire le nécessaire pour que dans un délai vraiment requis, que toutes les formations sanitaires du pays soient bénéficiaires de ces kits pour lesquels la pharmacie centrale de Guinée est très contente. Pour une valeur de 135 milliards de francs guinéens, le gouvernement est le principal donateur. Dans les 5 régions administratives bénéficiaires de ces kits césariennes, ce sont 942 000 femmes qui seront touchées. La prise en charge de la consultation prénatale, celle des accouchements simples et surtout la césarienne, constituent les différentes prestations qui seront assurées gratuitement grâce à ce kit médical. Nous invitons le peuple de Guinée, les femmes en particulier, que c'est gratuit. Si on leur demande quelque chose, de rendre compte à qui de droit, c'est-à-dire au ministère de la Santé, et nous allons remonter la filière pour sanctionner ces médecins, cet infirmier, cette sage-femme qui serait permis de procéder à la vente. Les services compétents feront tout pour que les femmes bénéficiaires reçoivent gratuitement ces kits. La volonté politique du chef de l'État à rendre gratuits les soins obstétricaux et néonatals exprimés en 2010 se concrétise à tous les niveaux de la pyramide sanitaire du pays. À ce jour, la politique a permis de baisser le taux de décès maternel de 924 à 500 pour 100 000 naissances vivantes. Dans le même registre, la première dame de la République a mis à la disposition du département de l'éducation une importante quantité de médicaments destinés au centre d'examen. Le don de Haya Yenekondi vise à faciliter la prise en charge médicale des candidats pendant le déroulement des examens nationaux. Maurice Sidibi. Ces produits pharmaceutiques offerts au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation par la Fondation Prosmi sont acheminés dans tous les centres d'examen. Comme ici au lycée Koléa dans la commune de Matam, où la première dame de la République a lancé ce lundi les premières épreuves du baccalauréat unique, session 2019. Madame la première dame, c'est l'occasion pour nous de remercier la Fondation Prosmi, dont vous êtes la présidente, qui a fait un don de médicaments et de l'eau dans tous les centres d'examen de la ville de Conakry pour le baccalauréat. C'est pour éviter aux enfants d'acheter les médicaments avariés ou dont la date est dépassée sur le marché. Leur dire que lorsqu'on ne se sent pas bien, il faut consulter, voir un médecin et à défaut aller à la pharmacie acheter le médicament. On se bat à la Fondation contre la déscolarisation de la jeune fille. Pour la bonne utilisation de ces médicaments, la Direction nationale de la santé scolaire a déployé des agents de santé dans tous les centres d'examen. La mission de ces équipes médicales est de faire face à tout cas d'urgence et de malaise chez les candidats. On a beaucoup de molécules. En main, nous avons le métronidazole. Nous avons aussi de l'amoxicilline aussi avec des bouteilles d'eau. On est décidé, on est enfin prête pour pouvoir travailler et on va juste se donner. Depuis 2012, la première dame de la République, à travers sa fondation, accompagne l'école guinéenne par le biais du projet dénommé Boom Bon Usage du médicament. Il couvre toute la période des examens nationaux dans le pays.
Comment interpréter les rapports médico-légaux? C'est le thème d'une session de formation organisée à Kindia à l'intention des magistrats et autres acteurs impliqués dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Objectif est intensifier la répression contre les auteurs des violences. C'est une initiative du ministère de l'Action sociale avec l'appui du NFPE. Mohamed Kamara. Dans la lutte contre les violences basées sur le genre, la justice constitue l'un des maillons forts. Elle est chargée de réprimer les auteurs de la pratique. Pour être efficace dans cette lutte, les acteurs impliqués dans le combat renforcent leurs capacités. La prévention et la prise en charge des victimes sont entre autres notions abordées. Pour le ministère de l'Action sociale, l'heure n'est plus à la sensibilisation. La justice, vraiment, c'est le dernier rempart parce que c'est eux qui peuvent nous aider vraiment à juger les cas. Vous savez, même s'il y a un cas de viol, par exemple, ou de maltraitance, ou de mariage précoce, ou au cas de mutilation génitale féminine, excision, si la justice ne tranche pas, c'est-à-dire ne juge pas, ne condamne pas le cas, il n'y a pas d'impact. L'élaboration et l'interprétation des rapports médico-légaux sont particulièrement enseignées aux magistrats. Toute chose qui leur permettra de prendre des décisions sur des bases beaucoup plus solides et fiables. Lorsqu'une infraction est commise, entre autres le viol et les agressions sexuelles, qui sont des éléments de la composante des violences basées sur le genre. Donc il y a lieu de déférer, de réunir les preuves et de déférer l'auteur de ces faits devant le parquet d'attache, le parquet compétent. Et arrivé au niveau du parquet, le code a prévu même que de telles infractions doivent absolument faire objet d'informations judiciaires. Donc ces infractions doivent nécessairement passer devant un cabinet d'instruction qui constitue le laboratoire en justice. Cette nouvelle stratégie dans la lutte contre les violences basées sur le genre vise à réduire le taux de prévalence du fléau dans notre pays en freinant les auteurs de cette pratique dans leur élan. Renforcement de la sécurité des passagers à l'aéroport international de Conakry-Bessia, de nouvelles machines de détection des faux documents ont été installées par les autorités aéroportuaires et sécuritaires. Alpha Isiagaba, reportage. L'aéroport international de Conakry se modernise. Deux nouvelles machines de détection de faux documents de dernière génération viennent d'être installées. Leur rôle, identifier les faussaires et tout document de voyage. C'est un don du gouvernement américain. Cette action sécuritaire qui fait en sorte que l'aéroport de voisinage devient un lieu sûr pour l'immigration et l'immigration, ça nous reconforte et ça nous rassure. Et cette activité s'inscrit en droite ligne de la politique de réforme des services de défense et de sécurité initiée par M. le Président de la République. Ces équipements viennent améliorer la qualité des services des agents de sécurité de l'aéroport et barrer la route aux faussaires en évitant les fraudes sur les passeports biométriques. Nous nous réjouissons de ce don qui vient renforcer nos capacités dans la gestion intégrée des frontières et mieux la lutte contre les activités de la délinquance transfrontalière. Si tu as un faux passeport, tu arrives là, tu es facilement détectable. Il y a des Guinéens qui ont des bons passeports, qui sont partis eux-mêmes faire les passeports, mais le retrait, ils ne sont pas présents. Là, ils auront des problèmes. C'est pourquoi on demande à tout le monde, la police a demandé à tous les Guinéens, quand ils font leur passeport, qu'eux-mêmes repartent pour retirer leur passeport, pour leur permettre d'être dans les conditions requises à l'arrivée et au départ dans les aéroports. Installées au point d'embarquement et à la rentrée de l'aéroport, ces deux machines viennent s'ajouter aux autres déjà sur place pour renforcer la sécurité des personnes à l'aéroport de Conakry. Leur apport va faciliter désormais la vérification des passagers entrant et sortant de l'aéroport international de Conakry.
précisé que ces deux appareils vont faciliter le voyage des pèlerins. Merci Alpha Isiaga. La loi sur la réglementation du secteur des transports adoptée à l'Assemblée nationale vient d'être présentée aux acteurs impliqués dans le secteur routier. À Kindia, cette loi vise à réorganiser et moderniser le secteur des transports routiers. Le point avec Saïdouman Diallo. Jusque-là, la Guinée n'avait pas de loi portant sur la réglementation des transports routiers. Un manquement qui a longtemps affecté le bon fonctionnement du secteur. Pour rendre ce secteur plus performant et économiquement rentable, une nouvelle loi vient d'être votée à l'Assemblée nationale et promulguée par le chef de l'État. Ici, à Kindia, elle est présentée aux acteurs impliqués dans le secteur des transports. Le diagnostic qui a été fait, c'est un secteur des transports routiers totalement désorganisé, avec des conditions d'accès à la profession des transports routiers qui n'étaient pas claires, qui n'étaient pas bien définies. Tout le monde pouvait accéder et devenir transporteur routier. Or, le transport routier moderne se veut être un secteur au service de l'économie. Et pour que ce soit véritablement un secteur au service de l'économie et qui joue son plein rôle, il faut un certain nombre de conditions. Et c'est ce que cette loi permet aujourd'hui de remplir. La loi d'organisation des transports routiers et des intermédiaires des transports devrait permettre de moderniser le secteur en Guinée. Le document explique les conditions d'exercice des activités de transport routier tout en précisant les sanctions liées aux infractions. À un certain moment, nous avons des textes qui étaient éparpillés par-ci par-là et qui constituaient une réglementation relative au transport, à l'organisation du transport routier. Mais aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir dans notre pays une loi. Cette loi vient combler un vide juridique qui était là et qui va nous permettre de moderniser notre système de transport routier. Il y a des dispositions qui n'étaient pas considérées, donc on travaille de façon disparate. Mais maintenant que la réglementation est là, quand on dit quelque chose à quelqu'un ou donner des instructions, s'il n'est pas d'accord, il peut se référer. Donc absolument, il y aura une amélioration. Cette loi qui vient à point nommé organiser le transport routier est un autre pan du programme d'appui à la réforme du secteur des transports. La présentation de cette loi intervient après la vulgarisation du nouveau code de la route, deux documents qui viennent renforcer la réorganisation du secteur routier et lutter considérablement contre les accidents sur nos routes. On ne change pas de sujet. Direction préfecture de Sigiri, où les taxis motos dominent le transport urbain. Vous allez le voir, les usagers de la route préfèrent emprunter les engins à deux roues malgré le risque qu'ils encourent. Mais ce secteur a besoin d'être réorganisé pour limiter les accidents. Sadou Bari, Mama Aïssata Kamara signe le reportage. Regarde. Les taxis motos. Un moyen de déplacement aujourd'hui sollicité par bon nombre de citoyens à Sigiri. Malgré les risques, certains usagers de la route préfèrent les emprunter pour faciliter leur déplacement. Quand nous montons sur les motos, il y a des taximètres qui conduisent, qui respectent les principes, les codes de route. D'autres, ils ne connaissent même pas comment on appelle le code de route. Donc des fois, il y a des cas d'accident. Mais depuis l'installation de nouveaux maires à Sigiri, vraiment nous pouvons lui dire merci. Chaque moment, ils sont en train de mettre en place des choses pour sensibiliser les taximètres afin qu'ils puissent respecter le code de route pour éviter le moins d'accidents. Mamadi Kondé est le représentant du syndicat de Mandin Taxi. Avant la sortie des motards, des consignes sont données. Il s'agit de rappeler à chaque conducteur de moto le respect du code de conduite. Nous sommes très organisés parce que chaque fois on donne les conseils à nos taximètres, soi-disant que de rouler en ville paisiblement et non de rouler brusquement et respecter aussi les citoyens et respecter aussi les droits de code de route et ainsi de suite. Donc avant de donner la tenue à quelqu'un d'autre au bureau là-bas, on donne tous les conseils. Dans cette ville, de nombreux cas d'accidents de moto-taxi sont enregistrés, surtout lors des cérémonies. À la gendarmerie nationale de Sigiri, le constat est clair. La population à Sigiri, c'est autre chose avec les motos. On a des sérieux problèmes par rapport à ça. Et avec les motos-taxis, je pense que le cas de ces gens-là est un peu minime dans les cas d'accident.
Mais plutôt c'est au niveau de la population. Quand il y a des cas de mariage ou de baptême, ils font tout un tas de cortèges. Et c'est souvent dans ces cortèges qu'il y a des accidents, souvent mortels même, qui arrivent. Donc ça n'en finit pas. Mais avec un peu de sensibilisation, avec les représentants de ces mototaxis, on a eu à faire des séances de sensibilisation à leur niveau qui s'est répercuté directement sur, si vous voulez, ces chauffeurs de taxi qui ont changé petit à petit des comportements. À l'image de Sigiri, les mototaxis sont sollicités dans plusieurs préfectures du pays comme moyen de transport urbain. Les autorités locales de Sigiri intensifient les séances de sensibilisation pour minimiser les cas d'accident dans la circulation. Et puis en plus bref, à Madiana, le centre d'accueil offert par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, est en pleine activité. Les habitants apprécient le geste. Des dispositions sont prises pour le bon fonctionnement de ce centre. Dans la savane toujours, des réserves forestières sont menacées par l'incursion des ébus. 2 sous-préfectures frontalières sont les plus touchées. Le gouvernement a pris des dispositions pour sauver les forêts classées. Les animaux sont mis hors d'état de nuire. Les précisions dans ce reportage de Fodi Bangali Fofana. Sabadou Baranama et Boula sont 2 sous-préfectures frontalières avec le Mali et la Côte d'Ivoire. Les 2 sous-préfectures ont en commun une grande réserve forestière appelée Foloningbe. Elle couvre une superficie de 537 747 hectares. Depuis un certain temps, cette réserve forestière et les forêts classées de la contrée sont victimes d'incursions des ébus venus de la Côte d'Ivoire et du Mali voisin. Une espèce d'animal très vorace est reconnue être très dangereuse contre la nature. Sur leurs traces, le colonel Namori Keita, directeur général du corps des paramilitaires, conservateur de la nature et ses hommes. Vous voyez les dégâts causés sur les écosystèmes par ces espèces, ces races de zébus. Alors ça crée de sérieux problèmes écologiques. Et ces animaux, non seulement sont pêcheurs, mais aussi sont brouteurs. Il faut voir comment ces éleveurs élaguent des hectares de lignes pour faire perdre ces animaux. Donc voilà les conséquences écologiques de ça. Je crois que c'est incalculable. Si des mesures ne sont pas prises pour remédier à ça, ça risque de mettre en péril nos domaines classés. La plupart des éleveurs qui étaient dans la zone ont été déguerpis, laissant derrière eux des enclos vides dans la nature. Depuis plus d'une semaine, cette mission du ministère de l'Environnement, conduite par le directeur général du corps des conservateurs de la nature, est sur le terrain pour délocaliser tous les ébus où qu'ils se trouvent. Toutes les dispositions sont déjà prises pour lancer les opérations de patrouille dans la zone. On a déguerpi les ébus maliens de toute la sous-préfecture de Baranama, de Terre, de Baranama, de Komonko, de Toumoussa, ainsi de suite, que le travail continue. Seulement, nous avons un nombre d'agents qui sont faits par rapport à la surface de la réserve à protéger. Donc c'est la seule difficulté qu'on a. Avant de quitter, le directeur général du corps des paramilitaires conservateurs de la nature, colonel Namori Keita, a instruit ses hommes avec insistance à faire en sorte que les éleveurs d'ébus ne retournent plus sur ces sites. À présent, voici quelques nouvelles nationales traitées sous forme de télégramme en images avec Aboubakar Yabi. La cérémonie est solennelle au palais présidentiel de Niamey. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Niger est accueilli avec tous les honneurs. Le général Fodé Keita, en compagnie de sa délégation, vient ainsi remettre au président Mahamadou Issoufou les lettres de créance l'accréditant au Niger comme représentant de son pays, la Guinée. Dans le cadre du renforcement des activités du RPG Arc-en-Ciel dans la commune de Matam, l'Union des leaders de Matam, en collaboration avec les sections et les mouvements de soutien, ont organisé une grande manifestation pour les acquis et l'initiative du président de la République. L'objectif de cette union est de mettre en place une plateforme pour la promotion des convictions politiques du parti. La traditionnelle lecture du Saint-Coran et des sacrifices organisés par les pèlerins guinéens se poursuit.
Comme chaque année, la cérémonie se tient ici à la Grande Mosquée Faisal sous l'autorité du secrétariat général des affaires religieuses. Une manière d'implorer la grâce divine pour le bon déroulement du pèlerinage des Guinéens au lieu saint de l'islam. Le secrétariat général a organisé une grande lecture du Coran qui a réuni les 5 communes et tous les intellectuels arabes de Conakry pour faire une prière pour la réussite du pèlerinage 2019. Pour que ce pèlerinage se passe pour les pèlerins guinéens et pour tous les musulmans dans de bonnes conditions. Après l'élimination du Sili de Guinée en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations par l'Algérie 3-0, l'heure est au bilan. Ce dimanche, le Comité national des supporters de Guinée a présenté ses 3 trophées remportés lors des matchs du Sili face aux formations malgaches, nigérianes et burundaises. Ils ont été décernés par le sponsor officiel de la CAN après une animation remarquable des supporters guinéens. De leur départ, c'est ici qu'on a fait la remise, c'est ici qu'on a donné les consignes pour aller soutenir le 11 du Sili. Et heureusement pour moi et pour le peuple de Guinée, ils sont revenus avec 3 trophées. Bien que les joueurs, eux, n'ont pas eu de trophée, sinon, même s'ils sortaient par la grande porte, on allait organiser un carnaval pour non seulement arroser le trophée, mais aussi encourager nos footballeurs. Les supporters du Sili appréciés en Égypte, mais ici à Conakry, la débâcle du Sili national de Guinée à la CAN est inconcevable, déclare Antonio Soare, le président de la FEGIFOOT. Les têtes commencent à tomber. Le sélectionneur Paul Put est limogé avec tout son staff et l'administration fédérale de la FEGIFOOT dissoute. C'est la première décision prise lors d'une réunion d'urgence hier à la Fédération guinéenne de football. Les mises en cause dans l'affaire du Sili Kader ont été également suspendues. Compte rendu signé Kabafoli. Le football guinéen traverse actuellement une période de turbulence. La tension est née de la débâcle du Sili national de Guinée à la CAN 2019 en Égypte et la probable disqualification du Sili cadet de la Coupe du Monde pour fraude sur l'âge des joueurs. D'autres éléments sont venus aggraver la situation, comme le fait de raquettes dénoncées par des acteurs au sein de l'équipe et le comportement inapproprié du staff au lendemain de la défaite 3-0 contre l'Algérie. À l'heure du bilan et pour situer les responsabilités, la Fédération guinéenne de football a pris des mesures. Le sélectionneur Paul Put et son staff sont renvoyés pour manque de résultats et le Belge est sommé de s'expliquer sur le sujet devant la commission d'éthique. Son bilan, on l'a discuté, on s'est mis d'accord que sur 12 matchs officiels, on a 5 défaites, 4 matchs nuls et 3 victoires. Dans aucun match, on a marqué 3 buts. Donc, il n'y a pas satisfaction pour tout ce qui a été fait. Jusqu'aujourd'hui, ça mérite une rupture de contrat. Le cas Sili Kader a été aussi évoqué. Vice-championne d'Afrique, l'équipe est menacée de disqualification de la Coupe du Monde pour fraude supposée sur l'âge. L'affaire doit être jugée par le tribunal arbitral de sport. En attendant le verdict, les suspects de la manœuvre sont passés à la trappe. Nous avons décidé, et à ma personne, d'abord que tous ceux qui étaient concernés dans l'affaire du 17, avant que le TAS ne se prononce, on a pris une mesure conservatoire de les suspendre. Il y a le président de la commission des compétitions, M. Alassane Youla. Il y a la secrétaire particulière du secrétaire général, Marie-Madeleine Wright. Il y a le sélectionneur du Sili national, Mohamed Maléa Kamara. Et il y a aussi les 2 joueurs mineurs. Ça, c'est sous la recommandation de la CAF et de la FIFA. Parce que les parents doivent être aussi auditionnés. Ces premières mesures, aussi appelées mesures conservatoires, sont élargies aux autres structures de la fédération. Toute l'administration fédérale et les commissions techniques sont dissoutes. Il n'existe plus que le comité exécutif. En attendant de tout reprendre.
Voilà, la débâcle du Sili de Guinée, un dossier à suivre. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. On se quitte ce soir en Limas. Il avait 66 ans et décédé des suites d'un cancer. Le genou blanc, Johnny Clegg, est donc décédé. Le musicien sud-africain fervent opposant à l'apartheid est devenu